Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé hier jeudi avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana. Le président Ouattara a accordé une seconde audience au ministre congolais de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo. Il était porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. 6 milliards de francs CFA mobilisés au terme du dernier dîner gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La Fondation remercie ses généreux donateurs, des fonds qui permettront de réaliser les projets sociaux portés par la Fondation. À suivre dans cette édition, le point de notre reporter Mahama Traoré, témoin de cette cérémonie de reconnaissance. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ce vendredi 17 juin 2022, qui s'inquiète de la situation humanitaire en Ukraine après près de 4 mois d'invasion russe. Les combats entre armées ukrainiennes et russes font rage dans l'est du pays. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. La Banque mondiale félicite la Côte d'Ivoire pour la réussite de l'organisation de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025 tenu à Abidjan. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le président de la République Alassane Ouattara au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. Ousmane Diagana, il est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est à ce titre qu'il a été reçu ce jeudi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. A pris part à l'entretien qui s'est déroulé entre lui et le chef de l'État ivoirien, le vice-président Région Afrique de la SFI. Du côté de la SFI, nous avons parlé du rôle du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire de la région. Nous sommes réjouis de la tenue à Abidjan de Africa CEO Forum. C'était une bonne occasion justement de faire le point avec des participants sur le développement, le point d'inflexion dans lequel nous sommes en Afrique, vraiment, et qu'il faut continuer à développer le secteur privé. Lors de l'audience, nous avons également parlé des différents secteurs où le groupe de la Banque mondiale, et plus particulièrement la SFI, donc du côté du secteur privé, les secteurs que nous pouvons soutenir, notamment nous en parler du logement, pour lesquels il y a des grands besoins en Côte d'Ivoire. Nous avons tout d'abord félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la réussite du groupe consultatif que la Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan. C'est la toute première fois qu'un pays africain organise une telle rencontre sur ses terres. Une réussite totale en termes de participation, mais également en termes de montants qui ont pu être mobilisés. Pour ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, c'est un montant de plus de 8 milliards de dollars. Nous sommes engagés à mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire pour les 4 années à venir. Ça représente une augmentation de près de 60% de ce que nous avons fait dans le cadre du PND précédent. En sortant du palais présidentiel, Ousmane Diagana s'est félicité de l'effort poursuivi par les autorités ivoiriennes en termes de développement. Pour lui, c'est grâce à cette résilience sous le leadership du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est, on peut le dire, le porte-voix de toute l'Afrique. Et on reste au palais présidentiel pour suivre cette seconde audience du chef de l'État, le président Ouattara, qui a également reçu hier jeudi au palais présidentiel le ministre congolais de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la République du Congo. Paul Valentin Ngobo était porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le Congo et la Côte d'Ivoire envisagent amplifier leur coopération dans le domaine de l'agriculture. On retrouve Jérôme Kofi Aboula. Ministre congolais de l'Agriculture. Il est à la tête d'une délégation à se rendre ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre congolais de l'Agriculture dit être venu remettre un message du président congolais, Denis Sassou Nguesso, à son homologue ivoirien, message ayant trait à la coopération agricole ivoiro-congolaise qui existe depuis 2014. J'ai été porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son homologue et frère, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Congo sont deux pays frères, deux pays amis depuis de longue date. Et dans le cadre de la coopération agricole entre nos deux pays, matérialisé par un accord de 2014, le président Denis Sassou Nguesso m'a confié la mission de travailler avec
nos frères ivoiriens sur un certain nombre de questions agricoles concernant le Congo, puisque vous êtes un pays agricole et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc, nous sommes venus pour travailler sur la question de la semence, donc le développement d'une industrie semencière au Congo, en nous inspirant de l'expérience ivoirienne, également pour l'augmentation de la production de manioc chez nous et sa transformation, puisque vous êtes assez avancé sur la production de produits dérivés chez vous. Et troisièmement, la question de la filière avicole. Vous savez, pour nous, vous êtes un modèle également sur l'élevage de la volaille. Et donc, ce sont ces questions-là que nous avons abordées déjà avec quelques ministres, et puis on a fait le point avec le président. Pour le ministre congolais de l'Agriculture, cette coopération agricole entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Congo. À noter également dans le fil de l'actualité ce satisfecit enregistré au terme du dernier dîner gala organisé par la Fondation de la Première Dame Dominique Ouattara. Ce sont 6 milliards de francs CFA contre 4 milliards initialement attendus qui ont été mobilisés par les généreux donateurs de la Fondation pour les remercier de cet élan de générosité qui permettra la réalisation des projets sociaux portés par la Fondation. La Première Dame Dominique Ouattara les a rencontrés. Les fonds recueillis seront, rappelons-le, destinés à la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et à la reconstruction de la case des enfants dans la commune du Plateau. Mahama Traoré. Les gestes et les contributions se sont multipliés depuis la soirée gala du 11 mars dernier. Preuve de l'écho favorable que les donateurs continuent d'accorder à l'appel de la solidarité lancé par la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Pour cette fois, il était question de capter 4 milliards de francs CFA en vue de réaliser 2 projets de portée sociale, à savoir construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et rénover un autre centre d'accueil pour enfants au Plateau, baptisé la Case des enfants. À cet appel des dons, vous avez répondu de façon formidable. Malgré de nombreux reports de la date du gala à cause de la pandémie de Covid-19, vous êtes restés mobilisés et vous pouvez être fiers de vous. En effet, les généreuses contributions des donateurs ont permis de recueillir la somme de 6 milliards de francs CFA. Et cela est merveilleux. C'est le montant le plus élevé que nous ayons atteint lors des galas. Ainsi, après les dépenses faites pour le gala, il nous restera la somme de 4 milliards 600 millions qui nous permettra de faire tous nos projets et même d'aider pendant l'année à faire les petites actions que nous faisons ponctuellement. Donc, vraiment, merci, c'est grâce à vous. En prononçant ces mots, je ressens un élan de gratitude à l'égard de tous les acteurs de cette magnifique action de bienfaisance et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance. En premier lieu, je voudrais remercier mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui, comme vous le savez, est le premier membre de la Fondation Children of Africa et son soutien ne m'a jamais fait défaut. Reconnaissance de la Première Dame aux donateurs, mais aussi aux médias qui se sont impliqués pour la réussite de l'événement. Si on obtient une telle réussite pour nos galas, tant en qualité, je pense qu'en résultat, c'est parce que les médias relaient bien notre fondation. Nous sommes extrêmement suivis par la presse, par les réseaux sociaux, et c'est vraiment à vous que nous vous le devons. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous ayez également un award, parce que votre travail est incommensurable. Parce que la moisson de ce 8e dîner de gala est sans précédent, Children of Africa remet des prix aux différentes catégories de donateurs et aux organes de presse partenaires de l'événement, dont la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Et notre reporter Mahama Traoré qui a recueilli les avis de certains donateurs au terme de cette cérémonie de remerciement. Je vous invite à les suivre. Notre mission, c'est le social. Et donc, la Première Dame qui, depuis de nombreuses années, contribue au développement du social, nous avons estimé que nous devons l'accompagner et régulièrement nous accompagnons et nous voyons les actions qu'elle mène. S'associer à cette action pour être aux côtés des populations qui en ont besoin, ça fait partie des missions de la RTI. Cette grande chaîne de services publics qui accompagne le pays
et qui est très heureuse d'être aux côtés de la première dame, Madame Dominique Ouattara, une dame au grand cœur, qui chaque année organise ce gala pour soutenir les causes des personnes vulnérables, les femmes, les enfants. L'award que nous avons reçu là nous va au cœur et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons faire plus. La fondation Children for Africa est une fondation sœur, puisque la LONASI elle-même a sa fondation aussi, Fondation LONASI. Donc c'est un peu un partenariat aussi. Nous commençons là avec la fondation Children for Africa et nous espérons que ce partenariat ira le plus loin possible. Je pense que l'ensemble des médias accompagne la première dame de Côte d'Ivoire, qui est la présidente de Children of Africa, qui fait un travail extraordinaire et plus de 6 milliards de francs CFA, c'est énorme. Je pense que pour nous, l'accompagnement est important, montrer aux Ivoiriens ce que la première dame fait. Et au chapitre économie de cette édition, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a tenu la 131e réunion de son conseil d'administration, occasion pour l'institution financière commune aux États membres de l'UEMOA de faire le bilan des actions réalisées, notamment les engagements de financement des États et du secteur privé. Avant la tenue de cette réunion, le montant des engagements s'élevait à un peu plus de 162 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Jean-Louis Congo. C'est une réunion du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui se tient à mi-parcours de l'exercice. Elle permet tout de même aux administrateurs de l'institution financière de faire le point des engagements en faveur du financement du développement. Le montant global de nos engagements pour cette année, avant la tenue de la présente session, est supérieur à 162 milliards de francs CFA, portant ainsi le niveau global de nos engagements en faveur des États et du secteur privé de notre Union à un total de plus de 6 850 milliards pour près de 1257, 1258 différentes opérations. Pour cette 131e réunion, les administrateurs examinent 3 projets à financer au Togo et au Bénin, dans les domaines des infrastructures routières, l'énergie et l'agroalimentaire. Les discussions ont également porté sur l'état des créances de la banque et le bilan à mi-parcours. Du côté de Genève en Suisse se tient depuis dimanche dernier la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Les préoccupations de la Côte d'Ivoire, celles liées notamment à l'agriculture, ont été évoquées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, au cours d'une réunion accordée à la délégation ivoirienne par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Lancine Bakayoko. À cette 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, plusieurs sujets brûlants, en priorité le dossier de la pêche, avec la surexploitation des stocks de poissons et la question des subventions qui menacent la durabilité de la pêche. Souleymane Diarra-Souba, qui conduit la délégation ivoirienne à Genève, a expliqué à la directrice générale de l'OMC, Ngozi Konjo-Iweala, l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire avancer les négociations, principalement en ce qui concerne les sujets comme l'agriculture, les mesures sanitaires liées à la pandémie et la question des produits phytosanitaires. Il y a des discussions au niveau de l'OMC, notamment tout ce qui concerne l'application de normes sur les produits phytosanitaires. Il y a également des préoccupations portant en fait sur le coton. Donc il était important également de partager avec Madame la directrice générale nos préoccupations et lui indiquer que nous comptons en tout cas sur son plaidoyer. Les pays du groupe de l'initiative sectorielle sur le coton ont eu une séance de coordination des positions. Cette rencontre a permis d'adopter une déclaration ministérielle commune sur le coton. Nous avons beaucoup insisté lors de notre rencontre sur la mise en place en fait de chaînes de valeur pour que nos cotonculteurs en fait puissent avoir des revenus décents. Tous ces pays en fait producteurs de coton exportent la matière brute en fait dans les autres pays et moins de 5 à 5% à 6% de valeur reste en fait dans nos pays par rapport à la rémunération aussi bien des producteurs que de l'État. D'autres sujets sont également examinés. Il y a les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, les médicaments, les équipements liés à la pandémie, ainsi que l'accès des pays pauvres aux produits. Sur la table aussi, les négociations sur la réforme de l'OMC,
notamment les droits de douane en lien avec le commerce électronique ou encore les subventions agricoles. La journée mondiale de lutte contre la désertification est célébrée ce vendredi 17 juin autour du thème suivant « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». La célébration officielle de cette journée se tient à Bongouanou. À la faveur de cette journée, le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à la préservation des terres. Propos recueillis pour vous par Grace Kando. La sécheresse est l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices en termes de pertes en vie humaine. Ses conséquences sont entre autres les mauvaises récoltes à grande échelle et les incendies de forêt. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et sévères, avec une augmentation de 29% depuis 2000 et 55 millions de personnes touchées chaque année selon les experts des Nations Unies. D'ici 2050, selon ces experts, les sécheresses pourraient toucher les 3/4 de la population mondiale. Il s'agit donc d'un problème mondial auquel il faut urgemment et vigoureusement faire face. La sécheresse est un phénomène naturel apparaissant dans toutes les régions du monde. Cette année, le thème retenu est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». Le thème est une sonnette d'alarme que tire la Convention, car la sécheresse provoque inévitablement la désertification, le changement climatique et les conséquences néfastes qui en découlent. La problématique de la désertification est de nos jours une préoccupation majeure dans le monde entier. En effet, malgré les efforts consentis par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et les gouvernements en vue d'enrayer ce fléau, la situation ne fait que s'empirer sur toute la planète. Pour une gestion durable des terres, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, invite chacun à son niveau à jouer son rôle dans les prises de décision ou sur le terrain. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle enregistré hier jeudi 16 juin 2022 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1004 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 16 juin 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 614 cas confirmés, dont 81 696 personnes guéries, 800 décès et 118 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 535 974. Le 15 juin 2022, 30 264 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 610 458 doses. Du 1er mars 2021 au 15 juin 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. À Yamoussoukro, la capitale politique, sous l'impulsion du projet SWID, les guides religieux musulmans sont formés en vue d'accroître leur contribution aux questions liées à l'épanouissement des femmes, des sujets relatifs aux questions du genre, de violences basées sur le genre, de planification familiale et bien d'autres. Un atelier de restitution de formation ouvert par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo. Kader Sogodogo. Qu'est-ce que l'islam dit du mariage précoce? Les professeurs vont le dire. Et en prenant des textes, en prenant des versets, des sourates et même les hadiths c'est le vécu du prophète. Ils vont donner des références pour illustrer leurs propos. Donc c'est fondamental. Le SWID, c'est un projet du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui est financé par la Banque mondiale. En effet, cette formation des leaders musulmans Cet atelier revêt une importance capitale
eu égard au rôle prépondérant que vous tenez dans l'éveil des consciences et le changement sociétal et comportemental des populations. En effet, cette formation des leaders musulmans à l'université El-Azhar en Égypte sur des thématiques qui touchent plus globalement à la santé sexuelle de la fille et à son autonomisation, en rapport avec les préceptes religieux, constitue une chance pour la réussite du projet SWED. Car ce projet repose sur la construction des normes sociales favorables à l'adoption de comportements visant à améliorer la santé des femmes, des filles et à leur donner la possibilité de saisir toutes les opportunités afin de contribuer à leur propre développement et à celui de leurs familles, de leurs communautés et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et toutes nos excuses pour la qualité technique de cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Regardons à présent à cette session de renforcement de capacité initiée au profit d'une centaine de membres de différentes coopératives agricoles qui se tient en ce moment à Grand-Bassam. Session de formation organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en collaboration avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour faire comprendre justement aux producteurs agricoles la nécessité pour eux de favoriser une agriculture créatrice de richesses, et cela passe par le processus de la valorisation des récoltes. Les explications de Walter Amadou Ouattara. En formation à Grand-Bassam, ces femmes et hommes qui animent les filières et les coopératives agricoles en Côte d'Ivoire attendent beaucoup du processus de la valorisation des récoltes. Si l'ANACAD est labellisé, nous, en tant qu'organisation interprofessionnelle, ça ne fera que nous faire gagner assez d'argent, puisqu'il sera dit que l'ANACAD de la Côte d'Ivoire répond à tel critère spécifique. Et si vous cherchez de l'ANACAD de tel goût, de telle grosseur, de telle qualité, il faut se retrouver en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous battre pour réussir tous ces challenges. Quand on dit 1500 francs CFA, pourtant le karité est reconnu comme un grand produit de valeur, voilà, dans le monde entier. Aujourd'hui, les acheteurs nous imposent des prix au niveau des amendes de karité. Mais je pense qu'avec toute cette organisation, les prix seront homologués. Par exemple, 3000 francs le kilo du beurre de karité. C'est ce que nous espérons. Et ça pourra permettre à la femme de mettre son enfant à l'école, de pouvoir se construire une bonne maison, participer aux charges du foyer. Pour réussir à atteindre cette étape tant convoitée, les partenaires au développement ont élaboré une stratégie d'approche. Elle passe par plusieurs étapes, entre autres la maîtrise de la chaîne de valeur, la promotion des meilleures productions agricoles et leur zone de culture. Ça vient régler un principal problème, c'est-à-dire que sur les différentes filières, les produits sont vendus au tout venant, sans vraiment identification des origines. Vous vous rappelez, durant le Sahara, toute la polémique sur le Faso Attiéké et autres, et ça a porté une réflexion avec l'ambassadeur sur réellement avons-nous protégé nos produits. Est-ce que le terme attiéké est-il protégé? Est-ce qu'il est reconnu comme ivoirien, comme d'origine ivoirienne? Dans cet atelier, c'est de rechercher à valoriser le produit agricole et d'augmenter vraiment le revenu pour l'agriculteur par ce différentiel de revenus dû à l'identité géographique et à la spécificité des produits ivoiriens. La démarche épouse parfaitement la vision du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui l'accompagne. Le ministre encourage les producteurs à s'organiser, à se professionnaliser, à aller le plus loin possible dans la transformation et de ne pas s'arrêter aux produits primaires. Rappelons que l'idée de ce processus de valorisation des produits agricoles ivoiriens est de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA en Italie. Après son élection le 7 juin dernier, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a engagé plusieurs séances de travail avec les institutions de la République. Il s'agit pour lui d'établir une plateforme de collaboration dynamique pour une chambre basse du Parlement plus efficace et au service des populations. Quels sont les enjeux de ces différentes rencontres et les attentes des populations vis-à-vis de l'hémicycle? Élément de réponse dans ce reportage d'Alexis Ouattara. Ce mercredi, au plateau, le nouveau patron de l'Assemblée nationale est accueilli par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Nous avons été très honorés de cette visite
fait par le président de l'Assemblée nationale et toute la délégation qui l'accompagne. Nous avons été heureux de son élection. Il le mérite bien fortement. Tout le monde connaît M. Adama Bitogo, un passionné. Il est passionné en tout, passionné pour le travail, mais il a passion pour la Côte d'Ivoire. Une visite inscrite dans la vision du président de la Chambre basse du Parlement de renforcer la qualité de contrôle de l'action publique. L'inspecteur général d'État, à la demande donc du président ou à sa propre initiative, donc s'assure de la bonne gestion donc des moyens, des ressources que le budget met à la disposition des différents services de l'État, des ministères, des directions générales et des institutions. Un des premiers responsables de la mise à disposition de ce budget, c'est bien l'Assemblée nationale. C'est nous qui votons le budget. Il y a donc une relation d'interdépendance entre ces différentes institutions qui traduisent le bon fonctionnement des institutions, qui traduisent donc la force d'un État. Quelques jours avant, c'est avec la Cour des comptes que le président de l'Assemblée nationale prenait langue. Élu le 7 juin dernier, les actions du président de l'hémicycle sont scrutées de très près par les populations qui en attendent beaucoup. On attend encore beaucoup de lui, qu'il fasse de sorte qu'il y ait encore l'amélioration au niveau de nos conditions de vie à l'université. Ce que j'attends du nouveau président de l'Assemblée nationale, bon, s'ils vont voter les lois, ils n'ont qu'à voter pour l'augmentation du salaire d'abord. Comme il est le président de l'Assemblée nationale, il n'a qu'à faire que prostitution, là, voilà. Les drogues, tout ça là, on ne veut plus entendre parler de ça en Côte d'Ivoire parce que ça fait honte. Notre pays n'a pas besoin de ça. S'il est là, moi je veux qu'il augmente le SMIC. Le SMIC, voilà. Actuellement, le SMIC, c'est à 63 000 et quelques. Bon, il faudrait que ça passe à 100 000 francs parce qu'on ne peut pas louer maison, tout est cher. Bon. Donc s'il essaie de voir un peu, se pencher un peu sur le secteur privé, voilà, ça va nous arranger un peu. Et ce nouveau mandat s'engage sur 8 axes prioritaires, entre autres le renforcement de la gouvernance managériale et financière de l'Assemblée nationale, sa modernisation, la promotion en son sein de la notion du genre et autres redynamismes de la diplomatie parlementaire. Devant chaque situation qui impacte la vie des Ivoiriens, il sera tout à fait normal que l'Assemblée, conformément à sa mission, puisse donc diligenter des missions parlementaires à l'effet d'éclairer les populations ou alors à l'effet d'accompagner l'exécutif dans sa volonté affichée de toujours rechercher la vérité sur chaque situation. Autre axe important, celui de se rapprocher des populations. Adama Bitogo veut renforcer les relations entre les élus et leur population. La mission d'une assemblée, c'est d'une part, pouvoir donc être le porte-voix des populations. Telle est notre première mission. D'autre part, pouvoir aussi être le relais de l'exécutif à travers ses réalisations pour faire mieux comprendre les réalisations ou les prises de position de l'exécutif. Donc, il y a une conjugaison d'actions exécutives et législatives qui, au bout, doivent converger pour profiter aux populations. Autre disposition, l'institution du principe de redevabilité à l'égard des populations, à travers notamment des séances d'information parlementaire dans les différentes localités du pays. Après le drame survenu le 1er juin dernier à Grand-Bassam, Sa Majesté Aoulaye Tano Amon, roi d'Enzema, à Kotoko de Côte d'Ivoire et président de la Chambre des rois et chef traditionnel, a organisé une rencontre d'échange au Palais Royal, une rencontre avec les forces vives du royaume pour apaiser les esprits suite à la disparition du notable Wadja Kodjadeni dans une opération de déguerpissement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale, la situation humanitaire en Ukraine, après près de 4 mois d'invasion russe, est extrêmement alarmante. Cette inquiété ce vendredi, donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, alors que les combats entre armées ukrainiennes et russes font rage dans l'est du pays. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.